Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live des experts consacré au Canada de l'Ouest. J'espère que vous m'entendez tous et toutes. Super. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde nous rejoigne. Et puis je vais en profiter du coup pour vous représenter le format live des experts. Donc c'est une rencontre mensuelle qu'on a lancée pour vous présenter nos différentes destinations, vous présenter les pays et parfois aborder des thématiques plus précises, comme par exemple le budget pour les voyages au Costa Rica, comment vendre la saison des pluies, la saison verte dans certains pays d'Amérique centrale. Hop. Et c'est donc une réunion qu'on met en place mensuellement ou bimensuellement pour Terra Canada. On avait beaucoup de choses à vous dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Judith, la coordinatrice générale de Terra Panamérica, un réseau qui regroupe 6 agences réceptives. Donc, tout au nord, nous avons Terra Canada et Alaska, et plus je descends vers le sud, plus on va se rapprocher de l'Amérique centrale. Donc, Terra Maya avec le Mexique, Terra Guatemala qui opère au Guatemala et au Belize, Terra Nicaragua juste en dessous, et enfin Terra Caribéa avec le Costa Rica et le Panama. Et en tout dernier, Terra Colombia. Nous sommes donc un réseau de 6 agences qui opérons sur 9 destinations et spécialistes du voyage sur mesure pour le marché francophone. N'hésitez donc pas, si vous avez des questions, à me solliciter sur les pays, sur notre production, sur nos circuits. Et je vais en profiter pour couper certains micros. Hop, voilà. Aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour un live des experts consacré au Canada de l'Ouest. Et Nina et Louise de Terra Canada vont donc nous faire voyager à travers différentes provinces, Vancouver, l'île de Vancouver, Bella Coola, les Rocheuses et les Kootenay. Bonjour Louise, bonjour Nina, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous laisse lancer donc ce nouveau live des experts consacré au Canada de l'Ouest. Bonjour à tous et puis merci de votre participation. Pour ceux qui ont déjà assisté au format sur le Canada de l'Est, c'est un format très similaire. Donc aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur deux provinces. On va se focaliser sur la Colombie-Britannique et sur l'Alberta, qui très souvent sont demandés en combiné en fait par vos clients. Généralement, les clients apprécient arriver à Calgary dans les Rocheuses et terminer sur la côte Pacifique, les pieds dans le sable du côté de l'île de Vancouver. Autrement, la route inverse est aussi possible avec une arrivée à Vancouver et de repartir depuis Calgary. Après, il est tout à fait possible aussi pour les voyageurs de rester uniquement sur la partie Colombie-Britannique ou uniquement sur la partie rocheuse. Donc voilà, aujourd'hui au programme, on va vous parler du Canada de l'Ouest assez classique avec Vancouver, l'île de Vancouver et les Rocheuses, mais on va aussi se focaliser davantage sur les régions hors sentiers battus, par exemple la région des Kootenay, la vallée de Bella Coola. Donc voilà, on va vous présenter un petit peu toutes ces régions-là que Nina et moi avons sillonnées ces 2 dernières années et avons ajouté des nouvelles petites pépites à notre catalogue pour vos clients. Donc pour commencer, ceux qui étaient déjà à notre webinaire d'il y a 2 semaines connaissent déjà cette page, donc je vais moins m'y attarder, mais je vais vous parler des petites spécificités quand même qu'on retrouve dans l'Ouest. C'est vraiment une région qui est super pour tout ce qui est bien sûr autotour. Il y a certaines régions d'ailleurs, on va y revenir, mais assez reculées qui se font surtout en voiture. Mais on a aussi une possibilité de voyager en train. C'est vraiment des voyages très très intéressants, les voyages en train dans l'Ouest. Il y a plusieurs possibilités. Une version plutôt haut de gamme avec le Rocky Mountaineer, une version plus classique mais qui a aussi des options un peu plus haut de gamme en fonction de la clientèle qui est donc Via Rail, l'équivalent de la SNCF on va dire en France, mais aussi des belles possibilités en vélo, beaucoup de voyages en ferry. On va y revenir aussi, mais c'est sûr que pour aller sur l'île de Vancouver, aller à Bella Coola, etc., c'est le ferry qui va être privilégié. Donc il y a vraiment une possibilité de mixer les moyens de transport qui font des voyages vraiment très intéressants, très variés et des saisons qui sont également très marquées avec des activités hivernales bien sûr dans les montagnes, des activités plutôt de randonnée, rafting, etc. l'été et bien sûr toujours l'automne très intéressant et le printemps également pour éviter les foules et avoir quand même ce début de l'été bien sympathique avec des températures beaucoup plus douces toute l'année, enfin
beaucoup plus douce l'hiver en tout cas que dans l'Est. Pour revenir un petit peu, comme Louise l'a dit, on a beaucoup voyagé dans cette région. Moi, je suis moi-même basée à Vancouver, donc c'est vrai que c'est un petit peu mon terrain de jeu pour les week-ends, tout ce qui va être la région aux alentours, l'île de Vancouver. Donc, c'est vraiment une région qu'on aime beaucoup et qu'on connaît très bien. Donc, pour avoir fait des voyages dans la vallée de Bella Coola l'année dernière, sur l'île de Vancouver également, et Louise, elle s'est rendue dans les Kootenays, dans les Rocheuses et dans les Badlands. Donc, on va vraiment vous parler de ces régions plus en détail dès maintenant. Donc là, je vais vous amener un petit peu sur l'île de Vancouver, Bella Coola, etc. Donc, Bella Coola, vous le voyez, c'est ici. Donc il y a plusieurs manières d'arriver. Je vais rester un petit peu sur cette carte ici. Donc avec une arrivée à Vancouver, vous pouvez tout à fait prendre le ferry, remonter l'île de Vancouver et reprendre un ferry ici qui passe dans l'Inside Passage. Alors là, on est vraiment sur une activité, un ferry qui est une activité en fait, tellement c'est magnifique. On peut voir des baleines, on est au milieu des fjords quand on commence à rentrer ici. Donc c'est vraiment très beau, très scénique. Et ensuite, on a une possibilité de repartir par la route ici, par le nord, qui passe par Williams Lake ici et qui redescend vers Vancouver. Donc une possibilité de faire une très belle boucle. On est sur un voyage qui est vraiment hors sentier battu et qui est un voyage qu'on recommande plutôt pour des voyageurs un petit peu aguerris. Il n'y a pas de réseau sur la route, on est vraiment loin de tout, il y a très peu de restaurants, il n'y a pas forcément beaucoup d'hôtels de luxe, mais c'est une région qui est vraiment réputée pour sa faune. On peut apercevoir des grizzlies, surtout dans la période août-septembre, mais on peut aussi voir des loups, on peut voir des ours noirs aussi également. Il y a pas que des grizzlies, les ours noirs se voient un petit peu plus longtemps dans la saison. Là, vous avez une photo de l'Inside Passage que je vous disais qui est vraiment magnifique. C'est aussi une région qui est très marquée par la culture des Premières Nations. La plupart des maisons ont des totems devant chez eux. On peut voir justement d'ailleurs des totems en train de se construire ou en tout cas de se créer, donc c'est vraiment très intéressant. L'histoire est vraiment présente, il y a des écoles qui sont vraiment très très belles aussi. On sent vraiment qu'il y a une culture beaucoup plus marquée et beaucoup plus présente et vivante que dans le reste du Canada. Donc vraiment très intéressant pour ça également. De très belles randonnées où on se retrouve presque seul sur les sentiers parce qu'on est vraiment, comme je vous le disais, sur du hors sentier battu. Et on a quand même deux beaux hébergements que je peux mettre en avant. Le Tweedsmuir, qui est vraiment dans la vallée, celui-ci, qui est idéal pour observer les grizzlies, qui se trouve en bord de rivière avec une plateforme d'observation. Il y a de belles activités qui sont proposées, que ce soit de la via ferrata, que ce soit des sorties justement avec un guide qui va amener en randonnée, qui va expliquer comment analyser les traces justement laissées par les animaux. Donc c'est vraiment très 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 un hébergement très intéressant, notamment pour vos voyageurs qui veulent mettre un accent observation de la faune. Et un petit peu en dehors de la vallée, il y a le Chilco Experience, qui est un lodge également magnifique. Donc là, vous le voyez, c'est une unité en fait, à elle toute seule. Donc c'est ce qu'on considérait être une chambre, on va dire, un chalet. Donc c'est très très grand, très beau, tout en bois, avec aussi des possibilités d'observation de la faune et des activités à la carte qui peuvent aller du kayak à la sortie pêche, à la sortie bateau plus classique sur un lac, à la randonnée guidée. On est sur un chef étoilé qui prépare tous les repas. Donc là, une vraie expérience unique, haut de gamme, premium, avec très peu de personnes à la fois, qu'il y a peu d'unités. Donc vraiment très, très beau. Ensuite, je vais vous parler un petit peu plus en détail de l'île de Vancouver, par laquelle on est pas obligé de passer pour aller à Bella Coola, mais où on recommande pour avoir l'aspect ferry. Donc sur l'île de Vancouver, vous avez vraiment plusieurs arrêts intéressants. Donc je vais vous parler de Tofino ici avec Yuki, donc Ukulele, qui est le petit nom pour cette ville. Campbell River ici, donc vous le voyez, je vais en reparler, mais qui a des eaux plus protégées que Tofino. Je vais y revenir, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et le nord de l'île avec St. Joseph Bay, qui est une des plages les plus belles du monde, enfin en tout cas qui se retrouve dans beaucoup de classements. Et je vais vous parler bien sûr de Vancouver et Victoria, qui sont les villes principales de la région.
Donc, comme je vous le disais, beaucoup d'activités possibles sur l'île de Vancouver. Je vais vous parler un peu plus en détail de l'Orca Camp, donc vers Campbell River. Donc, comme vous l'avez vu, on est vraiment sur une ville qui a des eaux beaucoup plus protégées parce qu'on est un petit peu dans les fjords, c'est fermé. Et le fait que ce soit plus fermé, ça remet beaucoup plus de nutriments dans la région. Et donc, qui dit plus de nutriments bloqués, on va dire, dans les eaux, dit plus de faune. Donc, une grande possibilité d'observer des orques, d'observer des baleines, des lions de mer. On a vraiment des sorties d'observation de la faune qui sont magnifiques et cet Orca Camp qu'on propose est aussi idéal pour observer les orques. En fait, on part depuis Campbell River dans un camp en bord d'océan où on campe dans des tentes un petit peu plus développées que des simples tentes de camping qu'on pourrait trouver. On est sur un niveau de confort un petit peu plus élevé et on part en kayak toute la journée ou en tout cas sur plusieurs heures. Il s'adapte vraiment en fonction du niveau des voyageurs pour aller observer les orques en kayak. Donc c'est vraiment une sortie qu'on recommande grandement. Mais sinon, pour des clients qui auraient peut-être moins le temps, parce que là on part sur plusieurs nuits, on a des sorties à la journée, à la demi-journée également, qui permettent de se rendre dans la région et d'observer la faune. On les voit très très Schulter, sie facilement. viel Einheimisch, oder? Peut-être couper les micros si possible. Désolée, je reprends. Euh, du coup, on propose également depuis Campbell River des sorties pêche, à savoir que c'est la capitale de la pêche, la capitale du saumon. Donc, pour les passionnés de pêche, on a de nombreuses possibilités de pêche, en fait, que ce soit en fonction des poissons qui sont recherchés. On a aussi la capitale du surf, donc vous voyez vraiment beaucoup de choses intéressantes à faire sur l'île, avec Tofino qui propose des cours de surf d'ailleurs toute l'année. Donc c'est vraiment une destination sur laquelle on peut se rendre à la fois en été et en hiver, même si l'ambiance est complètement différente en fonction de la saisonnalité. Une petite photo donc de la plage de Saint Joseph Bay dont je vous parlais juste avant. Et pour faire un petit point hébergement, là vous avez une photo du Black Rock Resort qui a un hébergement qu'on aime beaucoup parce qu'il a de très bons engagements environnementaux. Donc c'est pour ça qu'on aime le mettre en avant et parce que comme vous le voyez la vue depuis les chambres est vraiment magnifique. Voilà pour tout ce qui est de l'île de Vancouver et j'ai pas pu tout aborder, mais il y a aussi des possibilités d'observation des grizzlies et de belles possibilités de randonnée, etc. Mais si vous avez des questions, je pourrais vous en reparler plus en détail. Et je vais revenir un petit peu sur Vancouver et Victoria, qu'on connaît un petit peu plus. Vancouver, bon, qui est très connu pour la vie un petit peu animée, etc. Son pont suspendu, donc le pont du Capilano. Mais j'aimerais aussi vous parler de choses qu'on a peut-être un peu moins en tête quand on pense à Vancouver. Donc nous, on aime beaucoup le quartier de Steveston, qui se situe dans le sud de la ville et qui est un petit quartier de pêcheurs. On a vraiment l'impression de plus du tout être à Vancouver même. Il n'y a aucun building, c'est que des petites maisons, des musées, les musées de la conserverie notamment, qui retracent un petit peu l'importance de la pêche dans la région. Donc ils se combinent tout à fait avec un voyage sur l'île de Vancouver pour des passionnés de pêche, etc., du monde maritime, c'est vraiment intéressant. Toute une partie sur la culture aussi, d'un point de vue immigration asiatique notamment. Donc c'est vraiment un quartier à faire et qui vraiment sort des circuits classiques qu'on peut retrouver. Et la région de Vancouver, donc là on est plus sur North Vancouver, est aussi connue pour le ski de nuit qu'on peut faire tout l'hiver. Donc ça par exemple c'est une photo que j'ai pu prendre le week-end dernier. Donc c'est vraiment très beau. On peut assister au coucher de soleil depuis la montagne. Donc c'est vraiment quelque chose à faire et qu'on peut proposer également. Et les photos du bas, vous allez retrouver Victoria, donc qui est la capitale de la Colombie-Britannique, qui est très connue pour ses jardins, notamment le Butchart Garden, son parlement qu'on peut visiter gratuitement et qui est vraiment très beau et qui vous donne un aperçu du type de bâtiment qu'on peut retrouver dans la ville. On est sur une ville avec des bâtiments beaucoup plus historiques, etc., qui valent vraiment le coup. On prend vraiment plaisir à se balader dans les rues, donc c'est très
vraiment d'un point de vue culturel, c'est vraiment une ville intéressante. Et on propose aussi des activités en extérieur, comme par exemple cette sortie en voilier qu'on peut proposer en matin, en après-midi et même en coucher de soleil. On est vraiment sur un très très beau voilier en bois qui part faire une promenade. Là, il n'y a pas d'objectif forcément d'observation de la faune en tant que telle. Il va pas chasser, on va dire, la faune, mais on a tout à fait la possibilité d'en voir et puis la vue sur le port depuis la mer est vraiment magnifique également. On va remonter un petit peu vers le nord maintenant. Donc je vais vous amener vers Whistler et Squamish, cette région ici, donc le nord de Vancouver. Donc la région est très connue pour toutes ses activités en plein air. Donc en hiver, on est surtout sur du ski, du chien de traîneau, etc. Et en été, on a vraiment du vélo de montagne, de la randonnée, de la via ferrata, de la tyrolienne, du rafting, vraiment pour vos voyageurs qui seraient passionnés d'activités sportives et en extérieur. Je dirais que c'est un petit peu la Mecque. Il faut vraiment se rendre dans cette région. C'est aussi très connu pour tout ce qui est culture des Premières Nations. En fait, la culture des Premières Nations est vraiment présente très fortement dans toute la région, dans tout l'Ouest, mais on le retrouve à des endroits un petit peu plus marqués. Donc, c'est le cas par exemple à Squamish. Et pour des voyageurs qui seraient peut-être un peu moins sport en extérieur, on peut proposer aussi des spectacles son et lumière par exemple. Et on a également de très beaux hébergements comme le Nita Lake ici, comme vous le voyez en bord de lac. Donc on est vraiment en pleine nature. Donc c'est vraiment encore une fois très très beau. Hop. Et je remonte rapidement encore. Donc là, vous le voyez, on était à Whistler. Donc là, on reprend la route ici et on arrive à Clearwater. Donc c'est vraiment un arrêt intéressant sur la route pour les Rocheuses. Louise vous parlera d'une alternative ensuite avec Revelstoke. Mais moi, je vais me concentrer sur Clearwater et le parc provincial Wells Gray. C'est une toute petite ville, si vous regardez sur la carte, mais une ville qui regorge d'activités extrêmement intéressantes. On peut y faire du parapente, on peut y faire un safari sur l'eau pour observer les ours et d'autres animaux. Et c'est vraiment une activité, même sans voir des animaux, si jamais on n'a pas de chance, que ça reste toujours soumis un petit peu à la chance, ça reste une activité incroyable. Pour l'avoir testé, on est sur l'eau, il y a les montagnes en arrière-plan, la nature est vraiment à couper le souffle, donc c'est vraiment très 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 beau. Et ensuite il y a ce parc provincial qui est très très peu connu, même des locaux qui vivent dans la région, mais qui est reconnu pour ses cascades. Là vous avez les chutes Elmken ici qui sont un petit peu le highlight du parc, mais il y en a d'autres et en fait il y en a sur toute la route qui remonte le parc. Donc les arrêts sont très réguliers et les chutes sont vraiment impressionnantes. Donc vraiment à recommander et c'est très facile d'accès. Les randonnées sont très courtes. On peut en faire des plus longues, mais pour accéder vraiment aux principales chutes, les parkings sont assez à proximité, ce qui est assez intéressant aussi. Et au niveau hébergement, on a des hébergements insolites dans la région, que ce soit des tentes de luxe, des chalets tout équipés. Vraiment un arrêt sur la route qui est très intéressant et qu'on propose régulièrement. Je vais laisser la parole à Louise pour vous parler du coup de l'alternative. C'est ça, merci Nina. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, souvent les clients arrivent à Calgary et repartent depuis Vancouver ou inversement. Donc, il y a plusieurs possibilités qui relient ces deux villes. Alors, très souvent, il y a quand même une nuit-étape entre les deux parce que la route est très longue. Donc, comme disait Nina, il y a l'étape à Clearwater pour visiter le parc provincial avec ses chutes. Autrement, il y a aussi Revelstoke que je vais présenter maintenant, mais il y a aussi une troisième possibilité qui est le train. On a deux possibilités avec le train dont parlait Nina tout au début de la présentation. Il y a le Rocky Mountaineer qui est le train de luxe panoramique dans lequel on ne dort pas. Vos clients s'arrêteraient à Kamloops et feraient une nuit dans un hôtel à Kamloops. Et il y a l'autre séjour en train où là les clients dorment dans le train et c'est avec la compagnie Via Rail où tous les repas sont prévus à bord. Donc il y a quand même plusieurs possibilités finalement que ça soit par le train ou que ça soit par la route. Revelstoke fait un petit peu penser à Whistler par rapport à ses attraits sportifs. On va avoir beaucoup de vélos de montagne. C'est très réputé pour les descentes de vélos de montagne. On va avoir aussi des sorties rafting, des sorties randonnée. Et Revelstoke est très connu pour ses pistes de ski. Par exemple, à Whistler, on va avoir à peu près tous les niveaux. C'est vrai qu'à Revelstoke, ce sont des pistes de ski qui sont plus engagées. Si vous avez des clients qui ont l'habitude de skier et qui vont rechercher des sensations fortes, Revelstoke, c'est une belle destination.
On va avoir aussi les sorties classiques qu'on propose partout au Canada, les sorties de kayak entourées des montagnes et des cascades, le rafting, la pêche aussi avec un guide natif qui nous propose des sorties pêche été comme hiver. Donc l'hiver, on va être sur un lac gelé, on va creuser le trou dans le lac et puis on va aller faire de la pêche sur glace. Donc ça, c'est assez chouette pour des clients qui viennent en hiver. Revelstoke, c'est une belle destination. Et un petit peu comme Clearwater, c'est une ville qui est assez petite finalement, mais tous les attraits se basent aux alentours en pleine nature. Pour les clients qui ont un petit peu plus de temps, je vais parler aussi de la région des Kootenay, qui est une bonne destination pour des clients qui souhaitent sortir des sentiers touristiques. Alors, s'il y en a qui peuvent couper les micros parce qu'on entend quelques personnes. Pour la région des Kootenay, c'est une belle destination, soit pour un deuxième voyage au Canada, pour des clients qui ont déjà fait les Rocheuses et qui ont envie de revenir, ou pour des clients qui n'ont pas envie de passer trop de temps dans les Rocheuses, c'est une bonne alternative. On va avoir des paysages assez similaires avec des grandes montagnes, avec des lacs, avec des rivières et puis ça se prête beaucoup à la randonnée. La région des Kootenay, en revanche, bah, est beaucoup plus accessible économiquement. On va avoir des hébergements bien moins chers que les Rocheuses puisque c'est forcément moins touristique. Souvent, les clients vont connaître la région des Kootenay parce qu'ils vont avoir entendu parler des Radium Hot Springs, qui est le nom de la ville, mais aussi des sources chaudes qui font, qui sont un petit peu l'attrait touristique de la région. Mais nous, on aime beaucoup Nelson. C'est vraiment notre ville coup de cœur parce que Nelson, c'est une ville où il fait bon vivre, où il y a plein de restaurants, où il y a plein de galeries d'art. On va travailler là-bas sur place avec des petits appartements tout équipés où il va y avoir des statues, des tableaux affichés sur les murs que les clients peuvent acheter. Voilà, c'est vraiment une ville artistique et on va retrouver exactement les mêmes activités dans les Rocheuses, mais comme je le disais, à moindre coût, avec du kayak, avec du parapente. On propose le parapente été comme hiver dans la région des Kootenay, de la zipline, et puis beaucoup d'hébergements insolites. On travaille avec des dômes, avec des tentes de luxe, et puis des petits apparts tout équipés. J'en viens donc aux célèbres rocheuses, bon là qui sont quand même très souvent plébiscitées, c'est quand même l'un des attraits principaux du Canada, avec la promenade des glaciers, la route qui relie Banff à Jasper. On a à peu près 3 heures de route, mais évidemment on prévoit une journée entière pour visiter cette route parce que c'est une des routes qui est considérée comme la plus belle route du pays dans l'Ouest canadien. Donc à Banff et Canmore, on va avoir une très belle sortie avec un guide francophone qui travaille sur mesure la journée, la sortie selon les attentes des clients. Si les clients vont rechercher à voir de la faune, si les clients ont envie de prendre de l'altitude et puis de profiter d'un beau panorama, s'ils veulent être en pleine forêt. Donc vraiment en fonction des attentes des voyageurs, le guide va prendre contact avec eux et puis on va travailler sur mesure leur randonnée avec le guide qui fournit tout le déjeuner, qui fournit le transport également pour des clients qui ne sont pas véhiculés parce que il faut retenir qu'on peut proposer l'Ouest canadien sans voiture. L'île de Vancouver est très bien desservie avec un système de bus et de ferry qui relie Vancouver à Victoria. Et puis les Rocheuses, c'est tout à fait possible de les visiter avec un transport privé ou avec des transports en petits groupes et puis des petites sorties groupées. Donc gardez en tête que pour des clients qui ne veulent pas conduire, l'Ouest canadien est tout à fait approprié. Sur la promenade des glaciers, donc la route qui relie Banff à Jasper, on a le célèbre glacier Athabasca qu'on peut voir très bien déjà depuis la route pour des clients qui n'ont pas trop le temps. Mais pour des clients qui ont envie de se faire une sortie un petit peu plus engagée, on propose une randonnée guidée sur le glacier, soit en privé, soit en petit groupe. On a aussi de très beaux hébergements comme le Mount Engadine Lodge qui se trouve à 20 minutes de route de Canmore en pleine nature, en pleine montagne. Chaque chalet a vraiment une vue panoramique sur les montagnes. Il est Oh, ouvert ça toute l'année. va. Donc, été comme hiver, on va avoir des activités sorties en raquette, sorties à pied, et puis on est en pension complète, donc tous les repas sont compris et sont préparés par un chef. On a aussi bon, les activités classiques qu'on propose partout, à savoir le kayak sur un lac ou les descentes de rivière en kayak, des promenades à cheval. Et surtout, ce qu'on aime beaucoup proposer, ce sont les visites des grottes souterraines. Il faut savoir que dans les grottes, la température, elle est stable toute l'année. Donc, on propose été comme hiver ces visites des grottes souterraines avec un guide. On peut passer juste 2 heures sous terre ou 4 heures ou 8 heures sous terre en fonction de ce que vont rechercher les clients et de l'intérêt qu'ils ont pour ces sorties-là. Et bien entendu, des observations des animaux à peu près partout dans la région. Pour Jasper, la première chose que je voudrais mentionner, c'est qu'on a déjà des grosses difficultés pour trouver
disponibilité dans les hébergements pour une raison assez évidente. Jasper déjà est une toute petite ville et très plébiscitée des voyageurs en haute saison. Et il y a eu de très gros feux à Jasper l'année dernière. En plein mois de juillet, il y a à peu près 35% de la ville qui a brûlé. Toute la ville a été évacuée et n'a pas été accessible pendant toute la fin de l'été. Donc aujourd'hui, on a évidemment de nombreux hôtels qui ont fermé, qui ont été détruits, qui sont en train d'être reconstruits. Donc cette année, on a de grosses difficultés à trouver des hébergements. Mais Jasper représente un grand intérêt pour les voyageurs déjà parce que Jasper est la deuxième plus grande réserve de ciel étoilé au monde. Donc la sortie pour observer les étoiles s'y prête bien. C'est possible toute l'année d'observer les étoiles à Jasper. Donc ça, c'est assez intéressant pour les grands comme pour les plus petits. Euh, pour tout ce qui est sortie hivernale, on va avoir du ice climbing pour des clients qui sont assez sportifs, mais on va proposer aussi les sorties de chiens de traîneau qu'on propose beaucoup au Québec, dont on vous a parlé lors du dernier webinaire. Et il y a un phénomène assez intéressant dans les lacs aux alentours de Jasper et de Banff, qui est ce phénomène des bulles glacées sous les lacs. Ce sont des bulles d'air qui sont figées sous la glace et on propose une sortie avec un guide photographe qui amène les clients sur le lac pour photographier ces bulles qu'on voit ici. Toute l'année, on propose donc des sorties en canot authentique sur un lac tout à fait tranquille, où on peut observer également la faune. Ça se prête pour des familles avec des enfants à partir de 2 ans, donc c'est vraiment une sortie calme et adaptée à tous. Donc on n'a pas que cette vision des rocheuses pour des clients sportifs, il est tout à fait possible de faire des petites randonnées assez accessibles. Et on propose justement des sorties d'observation des oiseaux. On a des guides spécialistes dans la région et des randonnées qui sont assez chouettes où on va tout simplement partir avec un guide pour cuisiner en haut de la montagne avec on amène des ingrédients et puis on cuisine pour faire un lunch gourmet avec son guide en haut de la montagne. Et puis on travaille également avec une guide autochtone, une native de la région qui propose une sortie au coin du feu avec les clients été comme hiver. Elle va nous présenter ses instruments, elle va nous raconter des histoires, chanter des chansons et c'est vraiment un moment d'échange et un beau moment de partage que les clients européens aiment beaucoup. Donc, on partait de l'ouest, de l'île de Vancouver et du Pacifique, et puis on vous a emmené doucement vers l'est. Et puis là, on arrive sur la dernière slide avec Calgary et la région des Badlands qu'on a défrichée en 2023. Donc, Calgary, c'est une grande ville, hein, c'est une grande ville nord-américaine avec ses grands buildings. On a la Calgary Tower qui est assez connue, qui fait un petit peu penser à la CN Tower de Toronto. Donc là, c'est la vue de la Calgary Tower. Et puis, on propose des hébergements un petit peu à l'extérieur de Calgary, à 20-30 minutes de la ville, pour des clients qui ont quand même envie de découvrir la ville, mais d'être dans des hébergements en pleine nature, c'est possible aussi. On travaille avec un hébergement qui propose des dômes de luxe et puis des cabanes, des tentes un petit peu glamping. Donc c'est assez chouette pour des clients qui souhaitent être hors de la ville. On propose également une visite guidée avec dégustation d'une distillerie et puis une sortie avec un pêche natif de la région à la demi-journée ou à la journée entière en fonction du type de poisson que les clients souhaitent pêcher. Et puis à 1h30 de Calgary, on retrouve donc la ville de Drumheller et la région des Badlands, qui est vraiment très, très étonnante en termes de paysage. On est vraiment sur des formations géologiques assez spectaculaires avec ce qu'on appelle les cheminées de fées, les houdoux. Et puis on a l'un des plus célèbres musées sur toute la vie paléontologique qui s'appelle le Royal Tyrrell Museum que j'ai pu visiter en 2023 lors de notre dernier séjour de prospection dans la région, avec des sites historiques de mines de charbon. C'est une région qui non seulement est pas du tout onéreuse en termes d'hébergement, mais aussi qui se visite en fait par soi-même. C'est-à-dire que c'est vraiment une journée libre qu'on propose à vos voyageurs et puis qui va être très chargée dans le carnet de voyage en termes de visite. Donc les clients sont vraiment libres avec leur véhicule de s'arrêter. Il y a une grande boucle qu'on fait et on s'arrête à différents points de vue. En fait, c'est vraiment l'intérêt de la région qu'on peut faire une journée entière sur place ou deux en fonction du temps qu'ils vont décider de passer dans le musée et dans toutes les petites les petites étapes qu'on va leur suggérer. Et ça, c'est vraiment une belle région. Souvent, ce qu'on propose aussi pour des clients qui arrivent à Calgary, c'est qu'ils prennent immédiatement la voiture à la sortie de l'aéroport et puis qu'ils aillent directement dormir 1 à 2 nuits dans les Badlands pour ensuite partir dans les Rocheuses. Ça, c'est une belle alternative que les clients ne connaissent pas toujours. Et puis, ça ne fait que rajouter finalement qu'1 ou 2 nuits en fait à leur itinéraire. Donc, c'est assez intéressant de proposer cette étape-là.
Et je vais conclure rapidement, encore une fois, sur nos carnets de voyage et après je vous laisserai la parole pour les questions. Nos carnets de voyage, certains les connaissent déjà, donc vous avez un petit extrait ici, mais on vous le remet un mois avant le départ. Il est toujours personnalisé selon ce que vos clients souhaitent, préfèrent, leur centre d'intérêt, etc. Et vous pouvez retrouver les bonnes adresses, bien sûr les suggestions d'activités, les randonnées et toutes les informations logistiques ou retrouver les guides, etc. comme vous pouvez le retrouver là. On a toujours une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça vaut pour tout le territoire canadien dans tous les cas. Et quand vos clients passent par Vancouver, que ce soit en début ou en fin de séjour, ou en milieu de séjour, mais c'est quand même plus rare, il y a la possibilité de rencontres donc avec moi qui suis basée à Vancouver. Et on leur remet des kits cadeaux qui sont tous fabriqués au Canada, qu'on peut remettre à l'hôtel si jamais vos clients sont pas forcément motivés pour une rencontre, ou qu'on peut remettre en main propre autour d'un café ou autre. Voilà, je vais vous laisser place aux questions et peut-être Judith, si tu veux reprendre la parole. Merci Nina, merci Louise. Quelle belle présentation, ça donne envie de partir en voyage dans l'ouest du Canada. Donc je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire dans le chat et je les lirai à Nina et Louise qui seront un plaisir d'y répondre. Par ailleurs, Nina, j'avais une question. Est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre le Rocky Mountaineer et le Via Rail? Oui, tout à fait. Le Rocky Mountaineer, on est sur un train un petit peu plus haut de gamme qui oui, un petit peu plus haut de gamme, mais qui a la spécificité qu'on va pas forcément dormir dans le train. Ce qui est un petit peu la différence avec Via Rail. Donc, comme le disait Louise, le train s'arrête à Kamloops. Les voyageurs descendent, dorment dans un hôtel de Kamloops. Je le précise, c'est un hôtel qu'on peut pas savoir à l'avance. Donc, c'est un hôtel de catégorie 2, 3 étoiles, plutôt basique, on va dire, d'un point de vue confort. Et ensuite, ils reprennent le train le lendemain, mais on est sur quelque chose, voilà, un service, que ce soit au niveau des repas, que ce soit au niveau de l'encadrement, etc., qui va être plus haut de gamme. Ils ont deux catégories, donc une catégorie Silver Leaf, une catégorie Gold Leaf. Donc là encore, qui va varier un petit peu au niveau des prestations. Et de l'autre côté, on a Via Rail, qui est le train, comme je disais, un peu plus, on va dire la SNCF, avec moins de retard, du coup, même s'il y en a un peu parfois, mais canadien, où là, on dort vraiment dans le train et il y a la possibilité d'avoir des cabines privées ou d'avoir des couchettes partagées comme on peut avoir en France quoi. Donc ça change un petit peu et les points de départ et d'arrivée sont pas forcément les mêmes. Euh, Via Rail dessert Banff alors que non pardon. Le Rocky Mountaineer dessert Banff alors que le Via Rail lui fait Vancouver Jasper. Donc aussi ça change un petit peu à ce niveau-là. D'accord. J'ai un commentaire dans le chat. Les hôtels avec Rocky Mountaineer sont soit 4 étoiles ou 5 étoiles. Malheureusement, non. Ouais. C'est souvent ce que pensent les clients avec le Rocky Mountaineer, mais en fait, très souvent, on a uniquement le détail en fait de l'hôtel qui a été réservé par le Rocky Mountaineer 2 à 3 jours avant, parfois une semaine avant. C'est assez aléatoire et souvent c'est un hôtel 3 étoiles. C'est d'ailleurs très souvent le même. Ça va dépendre aussi de la catégorie dans laquelle, comme expliquait Nina, on a réservé le billet, si c'est du Gold Leaf ou si c'est du Silver Leaf. Donc ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais on essaye toujours de ne pas donner de faux espoirs aux clients en leur indiquant que ce sera un hôtel 5 étoiles, car très souvent, c'est plutôt un hôtel 3 étoiles qui est réservé par le Rocky Mountaineer directement. Ok. Merci. Merci Louise pour les détails. Une question. Bonjour à toute l'équipe. Déjà, merci pour ce webinaire. Ça donne vraiment envie de partir. En termes d'activité, pas d'aurore boréale évoquée. Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser au début du webinaire, mais on va refaire un webinaire au mois de juin ou au mois de juillet sur l'Alaska et le Yukon. Donc, le Yukon qui est une province canadienne, mais qui se combine tout à fait avec l'Alaska. Il y a souvent une grande boucle que font les voyageurs. C'est plutôt dans la province du Yukon qu'on va observer les aurores boréales. On est bien plus au nord. C'est possible de voir des aurores boréales en Colombie-Britannique et dans les Rocheuses, mais c'est tellement aléatoire. Souvent, on dit qu'à Jasper, par exemple, qui est l'une des plus belles réserves de ciel étoilé au monde, on observe les aurores boréales à peu près 40 nuits seulement dans l'année. Donc c'est vrai qu'on ne préfère pas que vous disiez à vos voyageurs qu'ils vont voir des aurores boréales quand ils vont partir dans l'ouest canadien, parce que c'est vraiment plus dans le Yukon qu'on va avoir des très beaux lodges avec de grandes baies vitrées en pleine nature, hors de la ville, hors de la pollution lumineuse, pour observer les aurores boréales qui s'observent d'ailleurs presque toute l'année, à peu près de août à avril. Donc on en reparlera beaucoup. On mettra l'accent sur les aurores boréales lors du prochain webinaire sur le Yukon et sur l'Alaska.
Super. Et une autre question, Nina, et qui concerne l'île de Vancouver. Est-ce que la visite de l'île de Vancouver en hiver vaut la peine? Ah, et du coup, après, j'enchaînerai sur les autres questions. Ok, je vais répondre à ça rapidement alors si on a d'autres questions, mais oui, ça vaut vraiment la peine. Alors on sera vraiment sur une ambiance différente de ce qu'on peut avoir en été, plus ambiance un peu basse saison, donc beaucoup moins de touristes sur place. Mais on a des activités qui se font toute l'année. Tofino, c'est la capitale du surf, comme je le disais, et on peut faire du surf toute l'année. Donc pour vos clients qui sont pas trop frileux, c'est super. Et il y a vraiment une ambiance très ouais, très surf, donc beaucoup de gens qui vont se balader dans les rues avec les combinaisons de surf, le surf sous le bras, etc. C'est beaucoup plus authentique, on va dire, à cette période de l'année un petit peu basse saison. Victoria, ça se visite également toute l'année. C'est une ville assez animée, où il y a vraiment des beaux bâtiments, comme je le disais, donc eux, ils vont rester, quoi qu'il arrive. Et ça vaut vraiment le coup de s'y rendre en hiver quand même, même si voilà, il y aura moins d'activités possibles, mais il y en a. Et par ailleurs, c'est aussi Victoria, un des seuls endroits où on peut observer les baleines en hiver aussi. Donc ça vaut vraiment le coup de se rendre sur l'île, même en basse saison. Très bien, merci. Alors, une question de Catherine. Qu'y a-t-il à visiter autour de Jasper? Une nuit à l'hôtel est-elle suffisante? Vaut-il mieux passer 3 4 nuits à Banff? Moi, je recommande vraiment les deux. C'est vrai que Jasper, on peut y rester une semaine. Banff, on peut y rester une semaine pour des clients qui aiment la randonnée. Les deux étapes sont vraiment superbes. À Banff, on va avoir plus de sorties plus sportives, par exemple, des balades à cheval, du rafting. Il va y avoir des sorties un petit peu plus engagées l'été. À Jasper, on va avoir de très belles randonnées, de très belles longues randonnées. On a des clients qui viennent passer 4 jours, 3 nuits uniquement pour faire une ou deux randonnées qui sont très connues dans la région pour des clients qui ont plus de temps. À Jasper, on a un nouveau guide qui travaille sur l'observation des oiseaux que je mentionnais tout à l'heure. Moi, je trouve qu'une nuit n'est pas suffisante, surtout que souvent ils arrivent depuis Clearwater ou ils arrivent depuis Banff et qu'il y a quand même presque une journée de route depuis Banff. Enfin, il n'y a que 3 heures de route, mais il y a tellement d'arrêts intéressants sur la promenade des glaciers qu'une fois qu'on arrive à Jasper le soir, il serait dommage de nous repartir directement le lendemain. On a une très belle sortie avec un guide sur un lac, dans un canot authentique. On va avoir également, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'observation des étoiles. On va avoir la sortie au coin du feu avec cette guide autochtone qui va nous expliquer un petit peu comment ils vivent, nous montrer ses instruments de musique. Donc c'est vrai que Jasper, moi je recommande 3 nuits, voire même plus pour des clients qui ont plus de temps. Après, c'est les disponibilités qui vont poser problème. Et puis après, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'il y a 3 nuits à Jasper, 3 nuits à Banff. C'est assez bien de faire les deux parce que les sorties se complètent bien. Et puis, comme je le disais, même l'hiver à Jasper, on a de très belles sorties pour faire de l'escalade sur glace. Donc, souvent, les deux sont à faire, mais je pense que d'ici 2, 3 mois, il y aura plus de disponibilité à Jasper, de par donc les infrastructures hôtelières qui sont complètement limitées cette année à cause des feux de l'année dernière. Donc, je pense que bientôt, on proposera Jasper à la journée, en fait, depuis Banff, quand on n'aura plus d'hôtels disponibles. Donc, ça, c'est quand même important de le garder en tête. Puis je Effectivement. rajoute une mini précision sur les hôtels. De toute façon, à Jasper, la plupart des hôtels imposent un séjour de 2 nuits, voire 3 nuits minimum. Donc même pour y rester une nuit, ça reste très compliqué de trouver un hôtel qui accepterait qu'une nuit. En plus du fait que ça vaut pas vraiment le coup d'y passer une seule nuit, quoi. Bien noté, et j'espère qu'on a répondu à la question. Euh, un road trip en famille, donc question d'Olivier, un road trip en famille, est-il mieux, enfin, vaut-il mieux le faire en van, camping-car ou voiture avec hôtel? En fonction de la saison Alors, aussi, j'imagine. aujourd'hui, nous, on propose pas de séjour en camping-car ni en van. C'est quelque chose qu'on va creuser, pas le camping-car, mais le van, pour l'année 2026. Donc, on est en prospection sur les séjours en van parce que, je le rappelle, on ne vend que ce qu'on a testé. Et à l'heure actuelle, personne d'entre nous n'a testé le voyage en van, sauf Naïma qui assiste aujourd'hui à la présentation et qui travaille justement sur notre prochaine prod 2026. Donc, on va développer le voyage en van, mais à l'heure actuelle, on ne propose que la location de voiture avec hôtel ou, comme je le disais tout à l'heure, on propose tout à fait l'Ouest canadien enfin, sans véhicule finalement, avec du train et du transport groupé ou du transport privé.
Et les vannes sont Merci. bien acceptées sur les ferries, oui, tout à fait. Il y a plusieurs possibilités quand on achète le ticket de ferry pour les clients. Il y a l'option véhicule et ils demandent la taille du véhicule. Si c'est un van ou si c'est un camping-car, il n'y a aucun problème, c'est juste un tarif un petit peu plus élevé. Est-ce qu'on peut imaginer un séjour 100% ski? Si oui, durant quelle période de l'année? Et deuxième question, je pourrais te la répéter après, ou vous la répéter après, est-ce que vous pouvez prévoir des tickets pour des événements sportifs, hockey sur glace, etc. Bah, tout à fait, pour le ski, c'est possible. Nina teste régulièrement le week-end le ski, donc je vais te laisser répondre, tu connais mieux que moi. Alors oui, c'est tout à fait possible d'envisager un séjour qui serait basé que sur le ski, parce qu'il y a possibilité de faire du ski donc dans les Rocheuses, notamment au ski resort du lac Louise. Ensuite, il y a la possibilité d'en faire à Revelstoke, comme le disait Louise. Possibilité d'en faire ensuite à Whistler et possibilité d'en faire dans le nord de Vancouver. Donc il y a vraiment de beaux endroits pour skier qui sont vraiment différents les uns des autres, avec des panoramas qui vont vraiment changer. Et il y a même d'ailleurs possibilité d'en faire aussi sur l'île de Vancouver. On le propose pas encore forcément, mais vers Comox, donc pas très loin de Campbell River, si vous revisualisez un peu la carte. Il y a également une montagne où on peut skier. La meilleure période que je recommanderais pour le ski, ce sera plutôt janvier, février. Oui, janvier-février, pour avoir les meilleures conditions, surtout dans le nord de Vancouver. Les stations ouvrent en général début décembre, mi-décembre, mais toutes les pistes sont pas forcément ouvertes. Pareil pour Whistler, ça ouvre en décembre, mais pour avoir la possibilité d'avoir le plus de pistes ouvertes et les meilleures conditions de neige, on est vraiment sur du janvier-février, c'est les meilleures périodes. On peut skier plus longtemps dans les Rocheuses parce que c'est plus dans le nord, plus de neige, donc plus de possibilités. Mais c'est tout à fait possible. Et la suite de la question, c'était, je me souviens plus, il y avait la partie ski et il y avait une suite. Est-ce que vous pouvez prévoir des tickets pour des événements Ah oui. sportifs, hockey sur glace ou autre? Bah là, c'est un peu plus compliqué. On peut conseiller les clients et leur dire quand est-ce qu'il y a des événements. Mais pour tout ce qui va être, par exemple, hockey sur glace, les réservations se font via un système qui est donc Ticketmaster, qui est un petit peu compliqué. On peut pas forcément transférer les billets. C'est Vaut mieux les avoir directement. On peut pas faire des captures d'écran, par exemple, des QR codes qu'on pourrait envoyer derrière. C'est très 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 sécurisé. Donc c'est très compliqué de les acheter pour un tiers. Donc on recommande vraiment aux voyageurs de les acheter eux-mêmes, mais par contre on peut tout à fait faire des recommandations, leur indiquer quand est-ce qu'il y a des événements, comment les réserver, via quel site, comment ne pas se faire arnaquer, parce qu'il y a beaucoup de reventes, etc. Donc voilà, mais c'est compliqué de les réserver pour quelqu'un d'autre et que ça se passe bien pour les redonner ensuite, les transférer, etc. Compris. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? N'hésitez pas, on répond à tout. Bah oui, c'était très clair. Merci Nida. Si on n'a pas d'autres questions, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. Merci d'avoir participé à cette deuxième session Terra Canada. Comme Louise le mentionnait, on a une troisième session qui sera dédiée à l'Alaska et Yukon et qui sera vers juin-juillet, comme tu le disais tout à l'heure. Et puis, sinon, on a un rendez-vous avec Terra Columbia qui est prévu pour le 11 mars. Et je vous enverrai donc les mêmes invitations que d'habitude via email. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la Colombie le 11 mars.